de Rennes, d'ailleurs. Voilà. Du coup, vous avez 10 minutes, le chronomètre est là-bas. Et on compte sur vous pour respecter le timing. Eh bien, bonjour à... Ah. Oui, donc on est tous les deux sur l'estrade avec Virginie pour vous parler un petit peu d'une opération qui a été engagée sur notre bassin Rhône-Méditerranée. Donc au début des années 2017 et 2018. Donc sur notre bassin Rhône-Méditerranée, on a 280 captages aujourd'hui qui sont jugés prioritaires en termes de restauration de leur qualité. Donc sur les pesticides et sur les nitrates. Et dans le dernier âge, on a rajouté d'ailleurs encore 36 captages de plus que sur le âge précédent. Donc avec un certain nombre de programmes d'action qui sont engagés aujourd'hui sur ces captages et avec des choses qui évoluent pour certaines de manière favorable, mais d'autres où les choses se passent beaucoup plus lentement. Et un certain nombre de questions et d'interrogations sur la faisabilité de reconquérir ces qualités et également sur les délais qu'on pourrait attendre vis-à-vis de l'inertie qu'on peut rencontrer aussi sur un certain nombre d'aires d'alimentation de captage. On peut passer. Donc le travail engagé, il a fait suite en fait à certaines opérations un petit peu ponctuelles qu'on avait pu mener avec le Bergem dans les années 2014 sur certains aquifères très vulnérables et sur des couverts extrêmement agricoles. Donc l'objectif était de mieux appréhender les écoulements dans les aires d'alimentation, donc d'approcher le délai, comme je disais tout à l'heure, de renouvellement, et dans l'objectif de pouvoir aider les maîtres d'ouvrage aussi et les gestionnaires pour prioriser leurs actions de reconquête en fonction justement de ce fonctionnement hydrogéologique et de ces temps de transfert. Donc on a eu également une exploitation, et ça je vous en dirai un mot vers la fin de la présentation. On a eu une exploitation de ces résultats pour adapter aussi notre accompagnement technique et financier des différents programmes et essayer justement de prioriser les interventions sur les secteurs sur lesquels on avait le maximum de chances de retrouver justement ces qualités d'eau. Donc il y a plusieurs campagnes qui ont été réalisées. Donc en 2017, c'était la partie nord de notre bassin, la région Bourgogne et Franche-Comté dans le bassin de la Saône. Et puis en 2018, on a fait la partie sud avec les régions aujourd'hui Occitanie et PACA. Et on a une action en cours sur les derniers captages qui ont été ajoutés à notre SDAGE, donc les 34. Donc cette année, on devrait terminer ce travail. Je passe la parole à Virginie. Donc, du coup, la méthode qui avait été choisie par l'agence pour estimer ces temps de renouvellement, c'est l'analyse c'est l'estimation des temps de résidence par analyse des CFC, les chlorofluorocarbones et le SF6. Juste rapidement, parce qu'en 10 minutes, ça va être compliqué. Les CFC, donc, ce sont des gaz atmosphériques dont on connaît très bien la concentration dans l'atmosphère parce qu'ils sont suivis étant des gaz à effet de serre et des gaz destructeurs de la couche d'ozone. L'eau qui s'infiltre dans le milieu naturel et puis dans la nappe, elle enregistre en fait la signature de l'atmosphère du moment où elle est en surface de la nappe. Et dans le cas idéal, elle conserve cette signature tout le long de son transfert jusqu'au point de prélèvement. Donc à l'inverse, au moment où on prélève l'eau, on est capable donc d'analyser cette concentration en CFC-SF6, de remonter à la période à laquelle l'eau s'est infiltrée dans le milieu, puis à l'aide des modèles de circulation hydrogéologique, d'estimer un temps de résidence ou une distribution des temps de résidence en fonction. Donc, on utilise à Condat-Eau, à Rennes, 3 modèles principaux. Le modèle piston, en gros, une nappe captive où toutes les eaux ont le même âge. Une nappe libre où, en fait, vous avez un mélange d'eau de tous les âges qui arrive à l'ouvrage, qui est donc avec un temps moyen qui est fonction de la taille de cette zone de recharge, ou un mélange entre 2 aquifères.
L'âge de l'eau souterraine, c'est la durée que l'eau a mis pour transiter de son point d'infiltration jusqu'au point de prélèvement. Je voudrais là quand même attirer votre attention sur deux choses. L'âge des eaux souterraines, ce n'est pas forcément l'âge des solutés. En effet, il peut y avoir des interactions dans le sol. Déjà, la méthode ne prend pas en compte tout le transfert dans la zone non saturée. Donc, si on fait une estimation assez rapide, souvent que l'âge de l'eau égale l'âge des nitrates, dans la nappe, ça marche. Pour les pesticides, avec les temps de rétention par la matière organique et autres, cette estimation ne peut pas être faite. Autre chose, le temps de résidence qui va être estimé, ce n'est pas le temps de réaction de la nappe. En effet, suivant le modèle, il faut déjà avoir le temps pour traverser la zone non saturée, et suivant le modèle hydrogéologique, on va avoir une réaction qui peut être assez rapide, puis s'étaler dans le temps. Et donc, dans le cadre de cette étude, on a toujours ajouté, pour l'Agence de l'eau, un facteur de retard et de prise en compte de cette réactivité de l'aquifère à un changement de pratique. Donc voilà les résultats, donc ça va être assez rapide, mais en moyenne sur l'ensemble des campagnes, on a surtout trouvé des eaux qui avaient des âges de plus de 15 ans, ce qui était quand même pas forcément attendu au départ, avec une répartition avec un peu plus d'eau jeune sur le sud du bassin que sur le nord. On a réaliser un indice de confiance en fonction du nombre de traceurs et de la concordance de ces traceurs. Donc 86% des points sont fiables et 51% par contre seulement dans la partie sud, avec en gros 10% de points non datables liés à des contaminations locales. Les CFC ont été énormément utilisés dans les frigos, les peintures, etc. Et on a quelquefois des soucis de points qui sont contaminés et qu'on ne peut pas dater. On a aussi quelquefois des variabilités, donc voilà, il y a ce schéma global, mais en fonction des régions, la proportion d'eau jeune, par exemple, d'eau de moins de 15 ans, est assez variable. Donc du coup, on a essayé de pousser un peu plus loin, de voir déjà est-ce qu'il y avait une évolution. Donc on a fait 2 campagnes, hautes eaux et basses eaux. Est-ce qu'il y avait une évolution? Donc on voit que sur le nord du bassin, on a bien un vieillissement en basses eaux qu'on n'observe pas au sud, et je vais être obligée d'accélérer. Voilà un exemple de résultat qui a été fourni à l'agence, où du coup après on a regardé bassin, enfin c'est Antea Group qui a regardé bassin par bassin comment ces âges et ces temps de résidence concordaient avec ce qu'on connaissait du site. On a aussi essayé de voir si les modèles, la géologie permettait d'expliquer les types de modèles. Voilà, est-ce qu'on avait des modèles préférentiels? C'est vrai pour le fluvio-glaciaire qui est surtout en nappe libre, ou les karstes qui sont surtout des mélanges. On a essayé de regarder aussi des choses sur les pesticides, mais ce n'était pas très concluant. Et pour chaque ouvrage Cronel, une fiche de synthèse a été fournie par Antea Group qui réexplique et le contexte hydrogéologique, la réactivité de la nappe et les temps de résidence. Oui, alors ces résultats, comme je le disais en introduction, on les a utilisés également pour essayer de trier en fait nos captages en fonction justement de leur capacité potentielle de reconquête. Donc en plus de ces résultats de datation, il y a eu tout un travail d'exploitation des données de qualité des eaux sur la période 2011-2017 à l'époque. Il y a eu un travail sur les tendances d'évolution également vis-à-vis des nitrates et des pesticides. Et on s'est basé également sur la réactivité des eaux et les dires d'experts d'Antea qui ont été confrontés aussi à un certain nombre d'hydrogéologues bons connaisseurs du bassin. Et donc vas-y, tu peux tourner. On a abouti au classement en 3 catégories de captage. À gauche, vous avez une catégorie de captage restauré ou avec soit une garantie de pérennité, ça veut dire que tout va bien, que désormais, a priori, on devrait pouvoir les supprimer de notre liste SDAGE. En revanche, on a parfois des captages sur lesquels on a de temps en temps des pics. Et donc, ces captages-là, potentiellement, ils peuvent passer dans la situation centrale qu'on appelle dégradée. Donc, des captages qui sont dégradés, mais sur lesquels donc on voit qu'on a des temps de renouvellement et des capacités de reconquête. Et donc là, on adapte aussi donc, les actions pour assurer cette restauration de la qualité pérenne de l'eau, donc au travers des plans d'action. Alors là, on part sur des panels assez larges. C'est tout ce qui est animation territoriale renforcée, suivi qualité des eaux, gestion durable des services. Et puis on finance en particulier donc des chargés de mission qui sont investis sur la reconquête de ces captages. Et dans la catégorie
catégorie de droite, on est sur des captages qui sont dégradés, donc en situation de reconquête difficile. On est souvent sur des âges d'eau moyens de renouvellement qui sont au-delà de 30 ans, 40, voire au-delà de 50 ans. Donc là, évidemment, si on veut retrouver la qualité de l'eau, on va essayer de conclure rapidement, c'est effectivement s'engager sur des actions de temps long, travailler en particulier sur la mise en place de filières, le recours à l'agriculture biologique aussi sur des surfaces suffisantes. On peut passer. Donc ça, c'est le guide qui a été publié à l'issue, que vous pouvez retrouver sur Internet en 2020. Et donc en conclusion, on peut dire que tout ce travail nous a apporté des éléments très intéressants et qui a permis de partager justement avec les collectivités qui sont maîtres d'ouvrage justement sur ces captages, de pouvoir ajuster et adapter en fait les actions de reconquête en fonction de ces éléments, avec une participation active également des services de l'État, des travaux aussi en région pour mieux préciser. Et alors ça peut conduire à une adaptation en fait des programmes d'action pour justement faire en sorte qu'ils soient plus efficaces. Et donc aujourd'hui on en est là, et peut-être dans les perspectives, ce que j'ai pas mis sur la diapo, c'est qu'on a un travail également sur le fonctionnement, alors là plus précis à l'échelle des captages, sur les parcelles les plus prioritaires à investir pour justement obtenir des améliorations de la qualité dans un minimum de temps. Alors ça, c'est des travaux qu'on a fait avec le CEREMA, et on va sûrement donner des suites sur quelques sites pilotes très bientôt. Merci de votre attention. Merci à tous les deux pour cette présentation. On va passer sur un autre sujet dont on parle un peu moins, mais qui est tout aussi important, qui concerne l'épandage des digestats de méthaniseurs. Et j'accueille pour cela M. Michel Bakalovic du Comité français d'hydrogéologie. Bonjour. Merci aux organisateurs d'avoir accepté que je présente quelque chose. Alors, je ne vais pas vous parler de karst, donc certains vont être déçus et d'autres seront soulagés. Mais, je vais vous parler d'un problème qui est apparu sur le forum du CFH. Alors, d'accord. Donc, c'est un problème qui est posé par la méthanisation agricole, qui s'est développée très fortement ces dernières années, surtout depuis 2018. Donc, la méthanisation agricole sont des installations industrielles qui relèvent des ICPE. On fait rentrer dans un digesteur, on fait rentrer ce qu'on appelle des intrants. Alors, théoriquement, ce sont des déchets agricoles. Mais comme ils ont un pouvoir méthanisant assez faible, on fait rentrer aussi d'autres choses, des cultures qu'on appelle des cultures intermédiaires à vocation énergétique, des cives. Et il sort de tout ça des déchets qu'on appelle un digestat. Et ce digestat, en grande partie liquide, est considéré comme un fertilisant intéressant pour l'agriculture. Donc les intrants et les digestats sont stockés avant usage. En principe, il devrait y avoir une hygiénisation du digestat, des intrants, pardon. En fait, la plupart du temps, il n'y a pas d'hygiénisation du tout, parce que ça économise de l'énergie. Et donc, tout ce que contiennent les intrants, on le retrouve dans le digestat à la sortie. Alors, en particulier, des germes, des virus, des résidus de phytosanitaires, des résidus de médicaments qui sont donnés aux troupeaux, des plastiques. Alors, les quelques analyses, on a quelques données actuellement qui montrent qu'il y a beaucoup de micro et nanoparticules de plastique, des métaux et puis d'autres choses. En fait, on ne connaît pas bien ce qu'il y a parce qu'il y a peu d'études faites sur les digestats. La littérature est encore assez pauvre là-dessus.
Alors, les digestats sont épandus, mais c'est un déchet. Donc, on ne peut pas épandre les digestats n'importe comment. Et on doit, quand on monte un projet de méthanisation, on doit soumettre un plan d'épandage qui va décrire les parcelles où on fait l'épandage et les parcelles qui peuvent recevoir et dans quelles conditions elles peuvent recevoir ce digestat. Alors, on a un certain nombre d'obligations réglementaires qui sont liées au plan d'épandage. Donc, ça dépend du régime ICPE. Alors, il se trouve que ce régime ICPE, il a été très, très allégé pour pour faciliter la mise en place des méthaniseurs. Donc, je crois que c'est autour de 2017, on a facilité, on a vraiment allégé la démarche administrative pour les méthaniseurs. Donc, on a en fait 3 catégories. La déclaration, l'autorisation, je ne les ai plus en tête exactement, oui, déclaration, enregistrement et autorisation. Donc la déclaration sont les petits méthaniseurs qui font moins de, je crois que c'est 30 tonnes, 30 tonnes par, enfin, je dois l'avoir dans un tableau qui va suivre. Et de toute façon, tout est soumis à un régime d'autocontrôle. Donc, l'agriculteur ou les agriculteurs qui exploitent le méthaniseur ont un cahier qu'ils doivent conserver 10 ans. Alors, sur le forum du CFH, on a vu apparaître une question. Alors, peut-être que le collègue qui a mis la question est dans la salle. Il s'est trouvé confronté à un petit problème, un conflit entre un périmètre de protection qu'il était en train de déterminer et puis le fait que les parcelles sur lesquelles qui devaient être dans le périmètre de protection se trouvaient être des parcelles d'épandage de digestats. Alors, que dit la réglementation ? D'abord, on ne parle pas d'eau souterraine, on parle de prise d'eau pour l'eau potable. Et on dit que l'épandage doit se faire pas plus près que 50 mètres du point de prélèvement, que ce soit en rivière ou que ce soit un forage. Donc, ce 50 mètres, en fait, on ignore tout de ce qui concerne les périmètres de protection. On n'en parle pas, le terme n'apparaît pas dans la réglementation. Et on ne connaît pas les critères. 50 mètres, pourquoi 50 mètres? Pourquoi pas 55 mètres? Pourquoi pas 100 mètres? Et on renvoie, il y a un renvoi simple à la directive nitrate. Alors, pourtant, on voit que dans la définition des périmètres de protection, on doit prendre en compte toutes les activités qu'il y a dans ce périmètre. Donc, alors, on se retrouve face à 2 démarches. Hier ou avant-hier, on a entendu Nicolas Liénard qui nous a dit que pour mettre en route un captage, entre le lancement du projet et puis le démarrage effectif du captage, on est entre 7 et 10 ans. Il a même parlé de 15 ans. Là, les méthaniseurs, c'est pas 10 ans, c'est 2, 3, 4 ans maximum. Donc ça va beaucoup plus vite comme démarche de mise en route et on va se retrouver de plus en plus avec un conflit entre la définition de captage, de périmètre de protection et les mises en place de méthaniseurs. Donc voilà l'exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, un certain nombre d'autres hydrogéologues se sont manifestés aussi sur le forum
et ils disent on a le même problème. Alors, quelle solution? Est-ce qu'on va jusqu'au bout de la démarche de l'hydrogéologue agréé et on dit on interdit les épandages? Donc, l'agriculteur qui va se retrouver en face de ça va être obligé d'abandonner les parcelles, de faire un nouveau plan d'épandage et d'aller transporter son digestat plus loin, donc au risque que son exploitation de méthaniseur ne soit plus rentable, ou bien on abandonne le projet de captage et on laisse l'exploitant du méthaniseur continuer à faire ses épandages. Alors, moi, je pose le problème, je n'ai pas de solution, hein, mais il me semble que la grande difficulté est dans les discussions qu'on a eues hier, dans les présentations et les discussions qu'il y a eu hier, on a vu qu'il y avait un problème entre les eaux souterraines et le développement en général, les grands plans de développement. À chaque fois, on ignore les eaux. Donc, on propose quelques pistes. C'est dès l'origine, il faudrait que l'hydrogéologue agréé, les hydrogéologues agréés soient mis au courant par tous les services de l'État, les collectivités territoriales et les chambres des grands projets. Ce n'est pas seulement la méthanisation agricole, hein, c'est tous les grands projets d'aménagement et impliquer les hydrogéologues agréés systématiquement et tout rendre public. Bon, je pense que nos deux associations d'hydrogéologues pourraient intervenir collectivement pour faire pression, pour faire évoluer la réglementation, parce qu'on se retrouve avec des installations. On vient d'ouvrir un méthaniseur géant dans la région de Pau qui va traiter plusieurs centaines de milliers de tonnes par an d'intrants. Donc ça va faire plusieurs centaines de milliers de tonnes de digestat qu'il va falloir épandre. Donc avec des transports dans une grande région, c'est Total Énergie qui vient de l'ouvrir. Et que va-t-il se passer sur la qualité de nos eaux potables? Merci. Merci, Monsieur Vakalovic. Donc, Monsieur le Président de la HSP, vous avez entendu le clin d'œil pour vous saisir du problème avec le CFH. On vous laisse en discuter. On va passer à la dernière présentation de cette matinée qui parle de traçage isotopique et géochimique pour évaluer la vulnérabilité des eaux souterraines face aux contaminations ponctuelles et diffuses. Et on accueille pour ça Monsieur Bonnière de l'Université de Nîmes. Okay, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Antoine Bonnière, je suis doctorant à l'Université de Nîmes au sein du laboratoire Chrome et je réalise ma thèse en partenariat avec Nîmes Métropole et le PTB Vistre-Vistrinck. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de mes résultats de mes travaux de recherche sur le multitraçage géochimique et isotopique comme outil de gestion et comme outil pour comprendre l'origine des contaminants dans les masses d'eau souterraines. Donc, vous le savez sans doute, les sources de contamination, il en existe plusieurs, d'origine anthropique. Donc, on peut avoir les activités agricoles, les effluents urbains, les effluents industriels. Et toutes ces activités vont entraîner dans l'environnement des contaminants comme les nitrates, les plus connus, des pesticides, des herbicides et des contaminants dits émergents, comme par exemple les résidus pharmaceutiques. Donc ces contaminants sont introduits dans les sols et dans les eaux de surface, et on va voir tout un tas de mécanismes de transfert depuis la surface vers la nappe. Et quand on a un captage d'alimentation d'eau potable qui est pollué, il faut mettre en place des plans d'action pour restaurer la qualité du milieu. Et quand on a plusieurs sources de contamination possibles au sein d'une même alimentation de captage, il ne faut pas se tromper de cible et comprendre exactement d'où viennent ces contaminants. Donc une méthode pour remonter à l'origine des contaminants, c'est l'approche multitraceur. Donc là, vous avez un exemple de différents traceurs que j'utilise dans le cadre de mes travaux de recherche. Donc les traceurs, c'est des éléments qu'on retrouve naturellement dans nos eaux souterraines. Et en comprenant leur comportement de manière individuelle et ensuite en les couplant entre eux,
on peut arriver à remonter à différents processus. Donc, on peut caractériser par exemple l'origine des masses d'eau, donc quantifier les processus de recharge et de mélange entre différents aquifères. Après, on a des couplages qui permettent de remonter à l'origine même des contaminants, en fonction de la signature isotopique en certains éléments, par exemple. Et aussi, identifier des processus au sein de nos masses d'eau. Donc, par exemple, si on a un front de dénitrification, ça peut être marqué par certains traceurs, et on peut ainsi prévoir l'évolution de notre masse d'eau sur le long terme. Donc ça, c'est ma boîte à outils que j'utilise, ma boîte à outils de géochimiste. Je ne vais pas tout vous présenter aujourd'hui, juste montrer quelques exemples. Et cette boîte à outils, j'ai besoin d'un terrain de jeu pour la mettre en application, une zone d'étude. Et cette zone d'étude, c'est la nappe de la Vistrinck. Donc c'est une nappe qui se trouve autour de Nîmes, donc Nîmes dans le Gard, en Occitanie, dans le sud de la France. C'est une nappe alluviale composée de cailloutis et de sable qui est subaffleurante et peu, voire pas sous couverture à certains endroits, ce qui la rend vulnérable aux contaminations de surface, notamment pollution diffuse en nitrates et pesticides. Et on a des captages prioritaires sur cette nappe, dont une zone, je vais vous parler ici, c'est la zone la plus en amont de la nappe, c'est la zone de Lédenon et de Maine. On a 4 captages d'alimentation en eau potable sur ce secteur, dont un captage qui est à l'arrêt aujourd'hui parce qu'on a un dépassement des 50 mg par litre de nitrate, et également un autre captage qui est autour des 50 mg par litre. Donc sur ce secteur, on a identifié, il y a plusieurs sources potentielles de nitrate qui ont été identifiées. Donc déjà, globalement, on est sur une zone agricole, avec du coup de la viticulture. Ici, sur la carte d'occupation en violet, c'est la viticulture qui est dominante, potentiellement de la pollution diffuse en nitrate. Ensuite, on a un agro-industriel qui est localisé en plein centre de la zone d'étude ici, et les captages sont localisés ici, ici, ici et ici, donc à quelques centaines de mètres de la zone de captage. Et enfin, on a une station d'épuration qui rejette un effluent d'eau usée traitée dans un fossé qui est censé rejoindre la rivière, sauf que ce fossé, il est à sec les 3/4 de l'année, donc l'effluent s'infiltre quelque part et s'infiltre dans la nappe. Donc on a plusieurs sources possibles du coup dans ce secteur, et on va voir comment différents traceurs vont permettre de répondre à la question d'où viennent ces nitrates. Le premier traceur, ça va être les traceurs géochimiques, les plus basiques. Donc c'est la composition de notre eau. Donc déjà, rien qu'avec la géochimie élémentaire, les concentrations en chlorure et en nitrate, on peut déjà voir pas mal de choses se mettre en évidence sur le secteur. Donc les chlorures, c'est des éléments conservatifs qu'on peut comparer à d'autres éléments chimiques comme les nitrates. Et sur ce graphique, j'ai identifié plusieurs pôles sur mes eaux souterraines. Donc déjà un pôle recharge qui est caractérisé par des faibles concentrations en chlorure et en nitrate. Ensuite, on a un pôle urbain. Donc le pôle urbain, c'est l'effluent de station d'épuration que j'ai prélevé à différentes périodes de l'année et qui montre, au moment des prélèvements, des concentrations qui sont quasiment nulles en nitrate, mais par contre très enrichi en chlorure. Donc ça en fait un pôle géochimique très, très, très précis. Et ensuite, on a nos eaux souterraines avec les captages AEP qui semblent suivre une tendance vers un pôle que j'appelle pôle agro-industriel théorique, parce que les forages chez l'agro-industriel que j'ai prélevés, ils sont là. Et les autres traceurs montrent qu'ils ont une influence. Ils sont influencés par un pôle urbain, donc par de l'effluent de stations d'épuration. Donc, globalement, rien qu'avec ce graphe, on voit que les captages AEP ils tendent vers des nitrates d'origine plutôt agricole. Donc on va essayer de voir si d'autres traceurs montrent la même chose. Et donc d'autres traceurs, ça va être les isotopes. Donc là, je vais vous présenter 2 isotopes qui vont permettre de voir un peu plus en détail cette approche multitraçage. Le premier, c'est l'azote 15. Donc l'azote 15, l'azote des nitrates, l'isotope de l'azote des nitrates. C'est un traceur qui va permettre de voir si, en fonction de la signature isotopique en azote 15, nos nitrates ils sont issus de la nitrification d'engrais minéraux, d'engrais organiques ou d'effluents urbains. Donc là, ici, vous avez la signature en azote 15 de nos échantillons d'eau souterraine. Le problème, c'est que si on a une signature enrichie en azote 15, on ne peut pas différencier sur base d'azote 15 seul si c'est des effluents urbains ou des engrais organiques. Pour ça, on a besoin d'un autre traceur. C'est le bore 11, lui qui est un isotope qui permet de voir la distinction entre ce qui est organique, agricole et ce qui est urbain, vu que c'est un comigrant des nitrates, et cette signature isotopique permet de faire la distinction.
Ce qu'on voit sur ce graphe, c'est que globalement, nos eaux souterraines, elles sont avec une signature en bord 11 enrichie, et donc plutôt des nitrates issus de l'agriculture. Donc ça confirme un peu ce qu'on a vu sur les traceurs géochimiques dans le graphe précédent. Par contre, bien que nos captages ils soient plutôt des nitrates d'origine agricole, on a quand même 3 points ici qui montrent une signature qui, elle, est d'origine urbaine. À noter aussi, ce qui est intéressant, c'est que je ne l'ai pas dit précédemment, sur la zone d'étude, on est sur une zone qui fait à peu près 4 km², c'est une zone très, très condensée, et on a des variabilités en signature isotopique qui sont significatives. Donc on a un terrain d'étude très intéressant pour l'approche multitraceur. Donc on l'a vu, la station d'épuration, elle, visiblement, n'est pas contributive de l'apport de nitrate sur notre secteur, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas potentiellement des contaminants émergents qui sont incorporés dans l'environnement via l'effluent. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser un dernier traceur, qui sont les traceurs organiques, dont les résidus pharmaceutiques. Donc les résidus pharmaceutiques, quand vous prenez un médicament, vous le consommez, vous allez potentiellement le métaboliser, vous allez l'excréter, et quand vous tirez la chasse d'eau, ça va à la station d'épuration. Si cette station d'épuration n'est pas dimensionnée pour abattre les résidus pharmaceutiques, ils vont être peu ou pas dégradés et envoyés dans l'environnement. Et là, par exemple, un traceur par excellence des effluents urbains, c'est la carbamazépine. Donc, la carbamazépine, c'est un antiépileptique qui est persistant. C'est une molécule qui est persistante dans l'environnement et qui va très mal se dégrader, ou elle va se dégrader en époxycarbamazépine, un métabolite, ou d'autres molécules. Et donc là, c'est ce que je représente ici sur ce graphe. C'est la concentration en échelle log de la carbamazépine plus son métabolite, l'époxycarbamazépine, en fonction du bore. Donc bore qui est aussi l'isotope pour les effluents urbains. Ce qu'on observe, c'est nos 3 points qu'on voyait, qui étaient discriminés sur le graphe précédent, ressortent. Donc il y a une corrélation entre la teneur en carbamazépine et l'isotope du bore. Et par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a 4 points ici qui ressortent, qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, que les traceurs géochimiques et isotopiques ne faisaient pas ressortir, et qui montrent des teneurs en carbamazépine, donc de quelques nanogrammes par litre, donc c'est très peu, mais quand même, ce qui implique une part d'effluents urbains dans ces points d'eau souterraine, et dans ces points d'eau souterraine, il y a des captages d'alimentation d'eau potable. Donc, pour conclure là-dessus, l'approche multitraceur, j'ai montré 3 traceurs différents, organiques, géochimiques, isotopiques et organiques. Les géochimiques, c'est ceux qui sont les plus accessibles et qui permettent d'identifier déjà pas mal d'éléments du fonctionnement de notre hydrogéosystème. Ils permettent de mettre en place des hypothèses. Ces hypothèses, après, on peut aller voir avec les traceurs isotopiques, si elles sont confirmées ou non. Et si on a un épiphénomène comme là, par exemple, une station d'épuration, on va utiliser des traceurs qui leur sont propres, comme par exemple les traceurs organiques. J'aurais pu aussi présenter des terres rares, j'aurais pu présenter les métaux, la bactériologie. Donc on va choisir nos traceurs en fonction de la compréhension de notre système afin de mieux gérer notre ressource en eau. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Alors merci pour cette présentation, J'invite les précédents présentateurs, M. Bakalovic, Virginie Vergniaud et Laurent Cadillac, à nous rejoindre sur scène pour un petit temps de questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alexis Robert, donc département de la Mayenne et HSP. Donc, une réponse a été appelée sur le sujet de la méta. Moi, je pense qu'on ne peut pas apporter une réponse unique par rapport à cette sollicitation. Moi, je peux simplement vous faire part de l'expérience de mon département ou dans un contexte d'élevage intensif où on a déjà beaucoup de lisiers de fumier sur de l'élevage hors sol ou pas, et où tous les périmètres de protection ont été instaurés. Donc ça nous aide peut-être. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que dans ce contexte-là, la méta peut présenter des intérêts sur la gestion des effluents. Je dis bien peut présenter des intérêts. Et évidemment, les intérêts sur le piégeage du méthane par rapport aux gaz à effet de serre. La question que nous, on se pose plutôt, c'est sur le cycle du carbone dans les sols. Et on a des groupes d'agriculteurs en GI2E qui travaillent justement, donc qui sont des agriculteurs qui font de la méta, et qui travaillent aussi sur la question du cycle du carbone dans le sol, qui est particulièrement important,
pour un bon fonctionnement. Oui. Oui, bon, moi j'ai juste parlé de ce problème posé par l'absence de prise en compte des périmètres de protection dans ces projets d'épandage. Mais ça pose l'épandage des digestats conduisent à d'autres questions. On a de plus en plus des très très gros projets qui apparaissent. Les petits projets gonflent, et dans les régions où justement jusque-là, par exemple, je vais parler un petit peu du Kars quand même. Dans le Lot, on a vu apparaître des méthaniseurs avec des épandages de digestats. Et là, ça passe très très vite et on commence à voir augmenter les concentrations en nitrate bien au-delà de ce qu'on avait avant. Moi, je pense qu'on a un vrai souci également, c'est la visibilité des aires d'alimentation de captage, les périmètres de protection. Chez nous, on travaille aujourd'hui sur les zones de sauvegarde aussi et les zones de sauvegarde pour le futur. Il faut vraiment que tout ça soit disponible très facilement pour celui qui va prendre les autorisations ou qui va répondre aux besoins réglementaires. Et clairement, il y a de la pédagogie aussi à faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre souci qu'on a dans beaucoup de régions, c'est qu'on a vraiment une réale très compartimentée. Il y a les gens qui sont sur les installations classées, qui sont sur les risques, et il y a ceux qui travaillent sur l'eau. Et c'est vraiment des gens qui ne travaillent pas beaucoup ensemble, quoi. Donc il faut essayer d'arriver à faire ce lien, et aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés. Nicolas Liénard, département de l'Hérault. Merci Laurent de faire une transition sur ce que tu viens de dire. Les documents ne sont pas opposables. Le problème de ce que dit Michel, c'est que ce n'est pas opposable. Mais normalement, dans les nouvelles études d'impact, les projets futurs sont censés être recensés et pris en compte. Donc ça rejoint ce que tu viens de dire, Laurent, sur la visibilité des zones de sauvegarde, des périmètres de protection. Mais même si les procédures de DUP ne sont pas achevées, le captage est tout de même connu, même si son périmètre n'est pas encore défini. Et si l'hydrogéologue agréé a défini le périmètre, mais qui n'est pas opposable via la DUP, il est quand même réputé connu. Donc normalement, les éléments devraient se retrouver dans les études d'impact si elles sont bien menées. Voilà. La temporalité, de toute façon, tu l'as bien dit Michel, enfin, nous dans les rôles, les DUP, on est entre 4 et 8 ans pour faire une DUP. Donc forcément, si c'est 3 ou 4 ans pour faire le méthaniseur, ce n'est pas compatible. Voilà. Bonjour. Moi, j'avais une question sur les CFC. Vous les avez classés en disant que bon, si le temps de séjour était vraiment long, normalement, il y a moins de possibilités d'action. Mais comment ça se fait qu'on trouve sur des eaux qui ont plus de 50 ans des pesticides, par exemple? On pourrait imaginer que si on a des eaux à long temps de séjour, il y a moins de pesticides, moins de pollution. Alors, déjà, des eaux pures de plus de 50 ans, souvent, il y a des mélanges. Si on trouve des pesticides, c'est qu'effectivement, il y a les 3 modèles. Le modèle piston de type nappe captive, où là, effectivement, on peut donner un âge brut, mais dans la réalité, il n'est pas très réaliste. La plupart du temps, il y a un petit peu de mélange. Et si on trouve des pesticides, c'est justement plutôt un indice pour nous dire que ce n'est pas le modèle piston et qu'on ne peut pas parler d'âge de 50 ans, mais qu'il va falloir parler plutôt d'un mélange entre une eau proportionnellement très ancienne, mais avec un pourcentage d'eau récente. Eh ben, c'est la réactivité qu'on montrait. C'est-à-dire que si on est en mélange, on va avoir une réactivité. Mais ça, je pense que l'agence l'a pris en compte. C'est vrai qu'on a le souci également avec ces méthodes-là, c'est que l'eau, elle se charge dans l'atmosphère avec ces molécules. En revanche, après, on a la pénétration et dans la partie circulation vers la zone saturée. Et donc là, on a aussi un problème d'évaluation aussi du délai à chaque fois, quasi. Donc Antoine Bayeux, sur la datation sur le bassin RMC, donc dans les zones non datables, simplement une remarque, il y a d'autres méthodes qui existent qui pourraient permettre de compléter les CFC et SF6, comme le tritium-hélium.
Et deuxième remarque, une question en fait sur la prise en compte de la zone non saturée, donc ça, ce fameux temps de retard, comment cela a-t-il été évalué plus précisément? Alors, pour le tritium hélium, oui, effectivement, mais alors, les délais d'analyse en tritium hélium sont très longs, on parle de 6 mois à 1 an, pour avoir les concentrations en hélium et les concentrations. Donc, c'est une méthode qui n'était pas là dans le cadre de la demande adaptée. Et à ma connaissance, tritium, hélium, les deux couplets, il n'y a plus beaucoup de labos qui font ça en France. Voilà, il faut partir, voilà, il n'y a plus de labos en France. Donc voilà, ce n'était pas le choix qu'avait fait l'agence. Et puis, c'est une autre interprétation aussi derrière, et plus complexe aussi peut-être à expliquer aux acteurs de terrain qu'une simple concentration en éléments dans de l'eau, en gros, si je simplifie, plus il y en a, plus l'eau est récente. Donc voilà, tritium hélium est quand même plus difficile à manier. Et pour la prise en compte de la zone non saturée, donc ça c'est Antea Group, de par son expertise sur la connaissance des bassins et en lien avec les hydrogéologues des délégations de l'agence qui ont estimé ce facteur de retard et l'influence de la zone non saturée. Donc sur chaque fiche, cette prise en compte, elle est indiquée par captage. On va peut-être arrêter là pour vous laisser échanger à la pause qui arrive derrière. Donc vous avez un petit temps de pause. On vous rappelle qu'il y a encore toujours les exposants dans les salles avec café et viennoiserie.